Les goélettes sur le fleuve Saint-Laurent, moi, quand j'en ai commencé à naviguer en 1934, avec mon beau-père, il était un associé avec M. de Gagné d'un vieux bateau. Et nous autres, c'était toute une fête de penser qu'on allait embarquer sur le bateau parce que dans ce temps-là, les journaliers, il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. Finalement, quelqu'un qui pouvait embarquer sur les goélettes, c'était déjà une certaine ambition d'aller voir quelque chose qui existait ailleurs, puis en même temps, naviguer avec la température, puis écouter parler les vieux, des faits qui se passaient en ce temps-là. C'était vraiment quelque chose de très instructif. Puis on n'avait jamais assez de temps pour pouvoir savoir ce que c'est qu'on aurait aimé de savoir. Parce qu'il fallait tout charger le bateau à la main, il n'y avait pas de winch. Et puis de charger, c'était pareil. Puis quand on se mettait à échouage pour calfeuter les bateaux, tout chacun expliquait son problème, puis expliquait son travail qu'il avait fait après son bateau. Fait que quand on partait pour le large, comme il n'y avait pas de radio, on ne pouvait pas se consulter, même en naviguant. Ça fait que quand on se rencontrait dans un port de mer, on se posait des questions. Puis ton travail que tu as fait après ton bateau, c'est pas malin, c'est une merveille. Bien content. Fait nous autres, durant ce temps-là, on apprenait des choses à faire et améliorer notre sort avec eux autres. Fait que finalement, il y avait des bateaux sur le fleuve. C'était immense de voir ça. Ici, à mer basse, à l'île, on montait, là, tu voyais passer les bateaux, ça montait à le baissant. Là. Au commencement de la marée, il y en avait 10-15 qui montaient en arrière de l'autre. Une petite voile en arrière, un flaggible, des fois un petit moteur au milieu du bateau. Puis là, ça s'en est tout charger les provisions pour emmener dans Charlevoix, pour le long de la côte. Ça fait que finalement, les villes comme Baie-Saint-Paul, il fallait que ça soit alimenté. Malbaie, c'était pareil. Même à Rivière-du-Loup, il n'y avait pas assez de chemin de fer, on ne pouvait pas fournir, ça coûtait un peu plus cher aussi. Ça fait que finalement, toutes ces goélettes-là, même l'île aux Coudres, comme on en avait beaucoup, on allait alimenter Baie-Saint-Paul, on allait alimenter Rivière-du-Loup, pour qu'eux autres, automatiquement, peuvent suivre l'évolution et avoir la nourriture qu'il y avait besoin. Comme nous autres ici à l'île, on descendait le printemps des petites goélettes là, sur la glace pour aller chercher du manger à Québec, de la farine, puis après ça, là, du sucre, les principales choses. On la traînait au large, là, puis de là, quand le chenal commençait à se délibérer, il envoyait la goélette à mer, puis à la mer, et puis là, il montait à Québec avec un peu de patate. Et puis là, il descendait les principales provisions pour l'île. Puis dans ce temps-là, tout le monde, quand il y avait une courvée de goélettes le matin, là, on lançait un bateau. C'était une courvée, c'était toute beauté de voir venir le jour avec un armée de monde qui était là pour pousser après le bateau pour l'envoyer à la mer. Puis ça se faisait un peu partout, à Saint-Joseph-de-la-Rive, à Baie-Saint-Paul, à la Petite-Rivière. C'était une place de marins beaucoup. Et dans ce temps-là, il faut bien penser que les goélettes du Saint-Laurent étaient un gros facteur de revenus, puis une commodité pour découvrir les villes et villages. Prenez comme Forestville, c'était à peu près en 1934-35 qu'ils ont commencé à charroyer les animaux par goélette pour que les gens habitent là, pour commencer à bûcher du bois, puis pas sortir de la terre. Puis aujourd'hui, c'est une ville. Fait que ça fait pas si longtemps. Ça fait à peu près 70 ans, puis regardez l'amélioration. Fait que dans ce temps-là, une goélette, c'était sacré. Parce que quand on se rencontrait sur un quai, là, des fois 5-6 bateaux, 7-8 bateaux, là, chacun comptait son problème de la tempête qui venait de passer. Hein, c'était une chose qui avait manqué, l'autre, c'était une affaire qui avait manqué. Moi, j'ai navigué 42 ans. On a eu 10 goélettes. Ça fait penser que le cheminement, les réparations, les transformations... Quand vous voyez un bateau dans le temps passé, les carpentiers, là, puis encore aujourd'hui, c'est toujours un facteur de comment travailler le bois. Puis quand on commençait un bateau dans ce temps-là, pas de moulin à scie, pas d'électricité, c'était l'enfer. Fait que là, le matin, on commençait à 3 heures, à 4 heures, 3 heures et demie. Puis on finissait le soir à 10 heures pour tout profiter de la grande nuit. Puis il fallait tout bûcher ça à la hache. Puis quand le bateau commençait à poser des bordées, on faisait assier notre bois au nord, à Baie-Saint-Paul.
par les moulins à scie qu'il y avait dans ce temps-là, puis on emmenait ça à la rafle. Ben, donc, des fois, des gens avaient des bateaux qui pouvaient nous accommoder. Puis là, quand on commençait à bâtir, là, chaque journée, on mettait un petit morceau, Puis en mettant ce petit morceau-là, c'est comme si ça nous aurait donné une pression là, pour continuer, puis continuer, puis continuer. Puis à un bon moment, le printemps, le bateau commençait à être beau, commençait à avoir la forme. Là. C'était une richesse inestimable, inestimable. C'était pas question de scène. On payait les gens 10 cents de l'heure. Nous autres, on n'avait pas de salaire. Mais dans ce temps-là, 10 cents de l'heure, on pouvait manger comme nous autres, on pouvait manger. Tout le monde était heureux. Et quand il était question de bâtir une goélette, il fallait bien qu'on la trouve du matériel. Fait que là, on partait avec mon beau-père quand on est venu agrandir un peu. On s'en allait dans le nord, dans le cabaret, en face de l'île. On partait le matin en canot le lundi matin, une boîte de nourriture au milieu, 4 hommes, 5 hommes dans le canot. Puis là, on traversait des fois. On arrivait au camp à 5 heures du soir, tout trempe à navette. Quand il y avait neigé, bien, on mettait à côté du canot pour traîner, puis c'était une espèce de bouillie. Fait que quand on arrivait dans le camp, on avait la misère à se rendre au camp. Puis là, il fallait pelleter la neige la fin de semaine. Fait que là, quelqu'un allumait, puis là, on débarquait la boîte de manger, on la ouvrait, puis la partie, c'était du gros lard salé. Puis on avait des pétates de cuite, on les mettait à chauffer, qu'on avait mis bouillir dans le jus. Puis là, on embarquait là-dedans le gros lard salé gelé, là, par tranche. Là. Vous imaginez pas comment est-ce que ça pouvait être bon. Bon pour la santé, puis bon pour nous donner de la force qu'on avait dépensée dans la journée. Puis le soir, ben là, on se couchait, la truie était bien rouge, bien à forger. On se couchait dans les billes, mais il y avait une vapeur dans le camp, c'était épouvantable. Puis le matin, là, quand il y en a un qui se levait pas, qui sacrait, là, on disait « Oups, il y a un problème ». On allait voir, c'est parce que le toupette, il était gelé dans le joint de bois rond par la vapeur. Puis là, on prenait un couteau, puis on décollait le toupette, puis il venait heureux tout de suite, puis il débarquait, puis là, on le gênait, puis on envoyait dans la montagne. Il fallait faire notre semaine. Ça prenait au moins 2-3 ans qu'il fallait faire ça pour ramasser le bois pour bâtir un bateau en 1940. Quand on était rendu ce soir au nord, au cabaret, il fallait dire aux gens de l'île qu'on était rendu. Des fois, il y avait 2-3 canots ensemble. Ça fait qu'il y avait toujours l'histoire du feu le soir à 7 heures. Fait que nous, on faisait un feu le soir à 7 heures. Puis si l'île au coude nous reprenait par un feu, ça voulait dire que c'était correct qu'on était rendu. Puis si on faisait un feu, puis l'île au coude nous reprenait par 2 feux, ça voulait dire qu'il y avait un problème, mais c'était pas majeur. Puis si on faisait un feu, le lendemain soir, que s'il nous reprenait par 3 feux, ça voulait dire descendre à Saint-Paul, ça presse pour emmener le médecin parce qu'il y a des malades, puis c'est très grave. Alors, les goélettes sur le Saint-Laurent, ça a été toute une amélioration au moment que les propriétaires ont commencé à se bâtir des bateaux plus modernes, plus grands, plus gros. Même, ils ont affiné avec des bateaux en fer. Puis aujourd'hui, ce qui est triste, moi, de mon âge, de voir le fleuve Saint-Laurent qui est plus employé au niveau de transport de marchandises. Le bois de pub, c'est toutes les vannes, c'est des chips. On s'est réveillé qu'il n'y avait plus d'ouvrage, puis les routes ont commencé à s'améliorer, puis finalement, les goélettes n'avaient plus leur place. Mais moi, ce que je comprends pas un peu, s'il y a des études qui se feraient là-dessus, l'été, avoir des chalands qui transporteraient des conteneurs là, dans le bout de Sept-Îles, Bécomo, Forestville, Saint-Pierre. Et il me semble que ça serait moins coûteux, puis si la marchandise coûterait moins cher, puis les routes se détérioreraient moins. Après ça, la pollution de l'air, ça aidera aussi. Fait que les gars, au lieu d'avoir des vannes, il y aurait des bateaux. Fait que ça ferait la même gagne au niveau du personnel. Il va falloir un jour que quelqu'un s'arrête là-dessus, parce qu'on ne peut pas laisser un beau fleuve Saint-Laurent comme ça, ne pas l'utiliser, quand on sait que c'est lui qui a mis le Québec, Charlevoix, le Saguenay, la Basse-Côte-Nord, puis la Gaspésie au monde dans ce temps-là, qui a tout fait l'évolution des villes et villages. Nous autres, on connaissait tous des capitaines partir de la baie des Chaleurs, aller virer jusqu'à Montréal, puis ceux-là de la Côte-Sud, puis on connaissait tous les capitaines de la Côte-Nord, aller virer jusqu'à Montréal. Quand on se rencontrait, c'était toute une fête, c'était joyeux, puis tout le monde était heureux, puis c'était vraiment un pique-nique à toutes les fois qu'on se rencontrait sur les quais.
Ici, dans la cabine du Mont-Saint-Louis, le bateau qu'on a navigué à Catabati en 1939, qui a 60 ans cette année. On a bien de la misère à le conserver, mais là, cet automne, on a fait des gros travaux, là, puis on l'a tout tourné beau, là. Et puis, quand il a été fini de réparer, là, quand on a vu qu'il jouissait, qu'il était heureux, là, c'est comme ça. Puis là, on est dans la cabine, puis vous regardez les lits en arrière ici, les lits du bateau, les lits que les matelots couchent dedans, puis les ingénieurs, on couche 2 par lit. Fait que 2 par lit, on couche tête beige. Mais avant ça, là, on couchait sur le pont du bateau. La cabine était faite dans le bateau. Et on couchait en dessous chaque côté. Puis là, ben, comme on n'avait pas de moteur dans le bateau, les rats vivaient à bord, puis les punaises. Durant que mes frères pompaient, l'autre était couché, mais les rats, ils mangeaient ses bas. Puis quand le bateau à la mer, les étreilles de pont ouvraient, l'eau glacée, il arrivait sur la bedaine, fait qu'ils ne pouvaient pas dormir. Mais quand l'autre était brûlé, il fallait bien qu'il allait prendre sa place pareil. Mais finalement, tout le monde était heureux après que la tempête était passée, parce qu'on s'était sauvé la vie, puis c'était une réussite. C'était un peu partout dans toutes les goélettes dans ce temps-là. C'était des vieux bateaux quand le règne était presque tout fini. On s'est bâti des bateaux neufs, comme le Mont-Saint-Louis ici, là. Après ça, la coque du bateau, c'est bien bâti, puis au large, c'est flottant, puis pas de problème dans la tempête. Ça faisait pas de goutte d'eau, ce bateau-là. Puis l'eau, ça pourrit toujours par en haut. Un bateau ne pourrit jamais par en bas. C'est toujours l'appui du mauvais temps qui fait pourrir le bateau. Ça, c'est ça qui est ça grave quand on repart, là. Quand même on repart de l'autre côté, si on n'étanche pas le dessus, on ne gagnera jamais rien. Il faut toujours que le dessus soit bien fait. Le pont ici, là, on l'a fait 3 fois, ce pont-là. Tout en beau cèdre, là, puis tout... il est très propre, là. À force de travailler, puis de trouver des trucs, puis qu'un bain. Là, aujourd'hui, on dirait qu'on gagne du terrain. On gagne du terrain avec lui, c'est bien conservé. Si on conserve le pont, on garde le bateau. Si on ne conserve pas le pont, on perd le bateau. Et je ne voudrais pas que le perdre, parce que pour les enfants, moi, ce Morin, il est pas mal avancé, là. Mais pour les enfants, l'avenir, les jeunes, ça, c'est une richesse à l'île locaux d'un bateau comme ça, beau comme ça, puis en ordre de même, c'est inestimable.